Salut à tous, c'est Patrick Bettman et aujourd'hui est un jour particulier car j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode de Chronica Game. Pour ce premier épisode, nous n'allons pas parler d'un jeu ni de deux mais bien de trois qui sont indissociables. Il s'agit de la série du concepteur japonais Fumito Ueda, Aiko, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Mais avant tout, un peu d'histoire. Fumito Ueda est né en 1970 au Japon. Il fait l'école des beaux-arts d'Osaka, où il étudie l'art abstrait, se spécialisant dans la peinture à l'huile, qui aura bien entendu une répercussion dans son travail. Mais nous y reviendrons un poil plus tard. Fraîchement diplômé et attiré par l'univers vidéoludique, il s'essaye au logiciel de jeux vidéo en autodidacte. Il devient en 1995 animateur chez le studio Warp pour les cinématiques de Denu Shokotaku dans la version Director Cuts en 1996 et pour Enemy Zero en 1997. C'est début 97 qu'il commence à réfléchir et poser les bases de son premier jeu vidéo, qui se voudrait être une femme onirique se déroulant dans un univers médiéval fantastique. Il propose une vidéo pilote à Sony, qui, charmé par l'idée de Ueda, décide de l'engager pour créer son jeu sur PlayStation X. En septembre de la même année, et grâce à son association avec le producteur Keiji Keido, le développement du jeu peut commencer, avec la collaboration d'une équipe assez restreinte. Après moult problèmes comme la réécriture du scénario et un portage sur PS2, Aiko sort le 30 septembre 2001 aux États-Unis, le 27 octobre de la même année au Japon et le 22 mars 2002 en Europe. Malheureusement, le jeu ne connaît pas une énorme réussite commerciale, mais Ueda s'en tape, car Aiko se voit encensé par la critique, que cela soit par la presse, les joueurs, mais aussi par ses pairs, pour ses qualités conceptuelles et artistiques. Entrons dans le vif du sujet, et sans spoiler. Dans cette première œuvre, vous incarnez Aiko, enfant que son peuple a décidé d'emprisonner dans une forteresse abandonnée. À peine enfermé dans un sarcophage, vous vous en échappez et cherchez un moyen de sortir de cet austère édifice. Vous faites très vite la rencontre de Yorda, prisonnière comme vous, aux étranges pouvoirs, et dont le passé est encore plus mystérieux que le vôtre. Par la suite, accompagné par celle-ci, vous essayerez tant bien que mal de vous évader de cet endroit, poursuivi par des gardiens bien stylés qui surgissent de l'ombre. Maintenant, abordons Shadow of the Colossus, ou Vanda to Kyozo, le deuxième opus de la trilogie de Ueda. Après le succès d'Aiko, Ueda peut commencer son jeu suivant. Rencontrant toujours des problèmes lors du développement du jeu, Shadow of the Colossus sortira le 18 octobre 2005 aux États-Unis, le 27 au Japon et le 17 février 2006 en Europe. Le jeu se déroule dans une contrée mystérieuse, sacrée et interdite aux humains, où vous incarnez Vander, jeune homme endeuillé par la perte d'une jeune femme nommée Mono. Arrivé dans un étrange sanctuaire, vous demandez à une sorte d'entité désincarnée de la ressusciter. Celle-ci vous répond que pour la sauver, vous devez combattre et vaincre 16 colosses qui gardent ces terres. Vous partez donc à la recherche de ces mystiques et gigantesques créatures, dans un open world splendide sur le dos de votre fidèle destrier Agro. Abordons notre troisième jeu, The Last Guardian, qui a récemment fait l'actualité. Il est sorti le 6 décembre 2016 au Japon et aux États-Unis, le lendemain en Europe et en Australie, après presque 10 ans de développement, ralenti par différents problèmes. Vous endossez le rôle d'un enfant qui se retrouve dans les vestiges d'une cité abandonnée, les bras couverts de tatouages dont vous ignorez la signification. Vous vous liez d'amitié avec une majestueuse créature hybride, ressemblant à un chat ailé nommé Trico. Votre but est de savoir pourquoi vous êtes ici et comment vous en échapper. Vous devez absolument jouer à ces trois jeux, parce que ce sont des purs bijoux artistiques et graphiques qui s'apparentent plus à des récits ludiques et mythologiques qu'à de simples jeux. Ils surfent sur un univers poétique, mélancolique, contemplatif, onirique, ce qui a permis de proposer une nouvelle et pertinente vision du jeu vidéo moderne. Ils ont inspiré entre autres Journey, Okami, Dark Souls, A Shadow's Tale et Pray for the Gods. En premier lieu, quelles sont les influences qui marquent ces trois œuvres? Ueda affirme que le jeu qui l'a le plus influencé pour la création d'Aiko est Prince of Persia, car la vision qu'il avait de ce héros solitaire et silencieux l'a fortement marqué. Aiko s'inspirait d'autres jeux vidéo comme Flashback pour ses animations et son gameplay, Another World pour sa conception cinématographique, ou encore Heart of Darkness pour certains de ses monstres et son ambiance. Des influences cinématographiques sont aussi présentes, par exemple Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, sorti en 1980, qui est tiré du conte La bergère et le ramoneur de Hans Christian Andersen. Pour les personnes qui n'ont jamais vu ce film, je vous le conseille fortement, et munissez-vous de mouchoirs, car il est très émouvant. Autre exemple, les films de Miyazaki, tant pour l'univers que pour les personnages. Mais pour moi, les influences les plus importantes et représentatives sont artistiques, architecturales et mythologiques. Ueda, ayant étudié l'art, en a fortement imprégné ses œuvres. Nous retrouvons l'ambiance que dégagent les gravures intitulées Prison imaginaire de Giovanni Piranesi, ou bien celle de l'artiste français Gérard Trignac. La jaquette d'Aiko, peinte par Ueda lui-même, représentant Aiko et Yorda en train de courir parmi des bâtiments immensément grands, fait référence au tableau Mystère et mélancolie d'une rue, du peintre et sculpteur italien Giorgio de Chirico. Elle fait ressortir une impression de démesure et de surréalisme qui est en lien direct avec l'architecture du jeu. Enfin, d'un point de vue mythologique, le jeu se base sur deux récits, celui de Thésée et du Minotaure, mais surtout celui d'Orphée et de sa femme Eurydice. Petite piqûre de rappel. Pour Thésée et le Minotaure, je ne vous raconte pas l'histoire, mais pour l'autre, ça vaut le détour. Eurydice meurt après s'être fait mordre par un serpent et rejoint les enfers. Orphée, peiné par la perte de sa femme, décide d'y descendre, et parvient à faire un deal avec Hadès. Orphée peut récupérer Eurydice à condition que celle-ci le suive, et que lui-même ne se retourne pas et ne lui parle pas tant qu'ils ne sont pas remontés dans le royaume des vivants. Arrivé juste devant la sortie des enfers, Orphée n'entend plus les pas de sa bien-aimée, il se retourne, et Eurydice disparaît. Voilà pour la petite histoire. Petite anecdote, Ueda, lors d'une interview, a dit qu'une publicité japonaise, où un couple se tenait la main devant un paysage, était la principale source d'inspiration pour Aiko. Voilà pour ce jeu, maintenant passons à Shadow of the Colossus. Comme pour le précédent, on retrouve les mêmes inspirations vidéoludiques. Autre point, ce qui me fascine dans l'architecture présente dans le jeu, c'est qu'elle se base sur des vestiges de civilisation amérindienne aujourd'hui disparues.
comme les Mayas ou les Aztèques. Ceux-ci se caractérisent par leur forme très carrée et imposante, et par leur bas-relief omniprésent. D'un point de vue mythologique, le scénario reprend là aussi l'histoire d'Orphée, mais s'inspire surtout des 12 travaux d'Héraclès. Héraclès est le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène, sauf que la vraie femme de Zeus, Héra, n'aime pas trop ça, et décide de rendre Héraclès fou. Ce dernier tue sa femme Mégare et ses enfants. Pour expier sa faute, 12 travaux lui sont imposés. Une fois qu'il en est venu à bout, il accède à l'Olympe et devient immortel. Cela étant dit, nous pouvons déceler aussi deux références à la Bible. La première avec l'histoire de David et Goliath, David qui se bat contre un géant. La seconde est Dormine, nom du dieu qui s'adresse à Vander. Dormine, quand on le lit à l'envers, donne Nimrod, qui fut le premier roi après le déluge dans la Bible et qui fut à l'initiative de la construction de la tour de Babel. Enfin, ce qui est frappant dans The Last Guardian, c'est que c'est un mix des deux précédents opus. Nous retrouvons plus ou moins les mêmes influences vidéoludiques. Cela étant dit, le lien se fait rapidement avec les mêmes effets artistiques. Ueda a continué de développer et d'explorer l'esthétique mise en place pour Ico. D'un point de vue architectural, celui-ci s'est beaucoup inspiré des constructions des civilisations indiennes et amérindiennes. Quant aux ennemis, ce sont des ombres comme dans Ico, mais arborant des armures ressemblant à certaines créatures de Shadow of the Colossus. Pour les influences mythologiques, il vous sera évident que le griffon a servi de base pour la conception de Trico. En effet, cet animal peut servir à transporter sur son dos des divinités comme Apollon, mais aussi des défunts. Il peut également avoir un rôle plus violent, en combattant des héros, des guerriers et d'autres créatures, qu'elles soient sauvages ou fantastiques. Nous pouvons aussi faire le lien avec Pégase et Bellérophon, et non pas Hercule comme dans Disney. Rentrons immédiatement dans l'analyse, ça va chier. Fumito Ueda est un expert dans le minimalisme, et cela se retrouve évidemment dans ses jeux, où tout est fait pour supprimer le superflu et ne garder que l'essentiel. Par exemple, pour Ico, il admet avoir retiré 70% des dialogues, et par la même occasion, une grosse partie de l'intrigue et des personnages. Tout ça dans un souci d'efficacité et de sobriété. L'autre raison qui a favorisé ces changements est que Ueda a dû faire face à plusieurs contraintes techniques lors du développement, et a enlevé un bon nombre d'idées. Il n'y a presque aucun dialogue, et parmi ceux qui sont présents, la moitié sont dans une langue incompréhensible. Pareillement, les scénarios sont très simples, contrairement à ce que proposent les autres jeux vidéo qui ont un scénario complexe qui va s'étendre et s'étendre. Les œuvres de Ueda vont privilégier davantage l'expérience de jeu et l'immersion, qui sont créées par cette atmosphère mystérieuse. Le fait d'avoir un scénar simple est un prétexte pour innover et apporter un nouveau regard sur l'univers vidéoludique empreint de fraîcheur. Ces 3 jeux sont assez rapides à faire, comptez entre 4 et 8 heures, mais qui peuvent durer davantage, notamment si vous galérez avec les colosses. Putain de colosse numéro 10! Tout est fait pour que vous passiez un moment exceptionnel, et que vous ne fassiez qu'un avec les différents héros, traversant avec eux les innombrables et difficiles épreuves. Lors d'une interview, Ueda nous confie ceci. En tant que créateur, j'estime qu'il est primordial de créer une expérience de jeu qui constitue une véritable immersion, et un univers suffisamment crédible, même s'il est fictif, pour qu'un jeu soit réussi et vraiment interactif. Cette volonté de dépouillement, nous la retrouvons également dans la musique. La bande-son des différents jeux fait davantage place au silence qu'à la musique, accentuant l'impression de solitude et d'angoisse. Celle-ci n'est présente qu'à des moments bien spécifiques, lors de cinématiques par exemple, ou lors d'affrontements avec les différentes créatures. Le reste du temps, il ne s'agit que d'ambiances sonores comme une cascade, le chant des oiseaux, le bruit des pas, le crépitement des flammes sur une torche, ou bien les bruits du galop du cheval. Chaque jeu a son compositeur attitré. Pour Ico, c'est Michiru Oshima qui s'y est collé. Elle est notamment connue pour avoir composé la BO de Full Metal Alchemist. Big up! Petit bonus sympa à connaître, le thème principal du jeu est une référence à la chanson Scarecrow Fair de Simon & Garfunkel, avec les mêmes sonorités celtiques. Les paroles de la chanson racontent les épreuves impossibles que doit affronter un homme pour retrouver l'amour de sa bien-aimée, faisant le parallèle avec les embûches que rencontreront nos deux personnages. Pour Shadow of the Colossus, elle fut écrite par Kao Tani, et celle de The Last Guardian par Takeshi Furukawa, à qui l'on doit également la musique de GoldenEye 007 en 2010, et qui a participé à celle de la série Star Wars The Clone Wars. Les lieux abandonnés et les ruines font partie prenante du décor de l'univers de Ueda. Leur omniprésence induit une certaine décrépitude et déliquescence des lieux, et en font un personnage à part entière, notamment dans Ico et The Last Guardian. Le souvenir d'une civilisation disparue ou d'un temps depuis longtemps révolu fige l'intrigue dans un contexte sombre, mélancolique et mystérieux. Dans ces deux œuvres, les bâtiments sont d'une complexité architecturale incroyable, avec les différents niveaux dans lesquels nous évoluons, passant de pièces obscures à de luxuriants jardins, bercés par la lumière et le chant des oiseaux, et à des coursives qui nous permettent d'admirer un splendide environnement. On peut s'y sentir bien comme une pris de peur. Cette ambiance est exacerbée par l'utilisation de la lumière très saturée en extérieur et une obscurité profonde à l'intérieur. Dans Shadow of the Colossus, changement d'univers qui permet d'avoir un jeu très différent du précédent. Il prend place dans un vaste et somptueux open world, avec des zones très dissemblables les unes des autres, et s'imprègne d'une atmosphère assez mystique, ce qui vous vaudra de vous balader pendant 1 heure juste pour admirer le paysage. Et c'est cette sensation de liberté qui fait aussi la différence la plus notable avec Ico. Autant dans Ico, vous êtes enfermé dans une prison, où vous avez une sensation de malaise et de pression. Autant dans celui-ci, c'est une impression de liberté et de légèreté qui l'emporte, n'excluant pas cependant une certaine solitude. Tous ces décors favorisent la perte de repères, temporels, géographiques et culturels. Dans le second opus, les ruines sont disséminées un peu partout, et certains colosses ont pu y lire domicile et en devenir les gardiens. Même s'ils sont faits de chair, de poils ou d'écailles, ces monstres ont la particularité d'être aussi faits de pierre. Comme si les lieux leur avaient donné vie, ne faisant plus qu'un avec eux. Chacune de ces créatures est donc unique, évoluant dans un univers précis et s'adaptant à celui-ci.
C'est donc avec tristesse et amertume que nous les mettons à mort, nous renvoyant à notre pur égoïsme, et soulevant cette question, est-il légitime d'ôter une vie pour une autre? Le jeu se base sur cet acte abominable, et totalement injuste, exacerbé par le fait que ces créatures majestueuses sont de prime abord inoffensives, mais sont amenées à se défendre de l'agression que nous leur faisons subir. Dans Echo, les ennemis sont représentés par des ombres de diverses formes, apparaissant par une sorte de trou noir à même le sol, comme les zombies sortant de la terre. Marchant ou volant, ces créatures sont assez stylées, et m'impressionnent au plus haut point, car elles ajoutent une source d'angoisse supplémentaire à l'ambiance générale du lieu. Menaçantes, elles nous incitent davantage à les fuir, même s'il est assez aisé de les vaincre. Et si vous regardez bien, ce n'est pas vous la cible, elle ne s'attaque qu'à la princesse. Pour The Last Guardian, les adversaires sont des armures de métal qui prennent vie et attaquent soit le gamin, soit Trico, en fonction des circonstances. Les casques de ces guerriers ressemblent étrangement à certains visages de colosses du second opus. Ils s'activent à votre approche ou vous tentent des embuscades à la manière des ombres dans Echo. Vous ne pouvez presque pas vous battre avec eux. Ils vous obligent surtout à les fuir et à vous réfugier près de Trico pour qu'il s'occupe d'eux. Une fois de plus, vous n'êtes pas forcément obligé de vous battre dans ces jeux, excepté dans Shadow of the Colossus qui se base sur un système de boss. Focalisons-nous maintenant sur les personnages principaux. Dans Shadow of the Colossus, il s'agit d'un jeune adulte qui a perdu une personne proche et cherche désespérément à la ressusciter. A chaque fois, le récit est basé sur la relation entre deux personnages, un gamin et une gamine dans le premier, un jeune homme et une jeune femme pour le second, et un enfant et un animal dans le dernier. Les thèmes récurrents chez Ueda sont l'amitié, l'amour et la mort. Dans Aiko, le rôle de la princesse n'est pas si anodin que ça. Au cours du jeu, bien que vous incarniez Aiko, la princesse devient le personnage principal de l'intrigue et vous relègue à un personnage adjuvant de garde du corps. Et ce changement de rôle est très bien réfléchi, car nous ne sommes plus dans le schéma du héros classique comme nous le retrouvons dans 99% des jeux. Cela permet ainsi d'instaurer un lien très fort entre les deux personnages qui ne parlent pas du tout la même langue. Cette interaction et ce lien qui se crée sont touchants et apportent plus de profondeur dans l'histoire. Dans une interview, Ueda nous révèle ceci. Pour des raisons que j'ignore, j'étais très motivé à l'idée de créer un jeu qui comprenne une IA. J'ai pensé qu'une des façons de réaliser cela était de propulser le joueur dans le jeu et le faire travailler conjointement avec le personnage géré par l'IA. Cela se retrouve dans The Last Guardian, où le travail sur l'IA de la créature est impressionnant. Les développeurs se sont inspirés du comportement du chat, du chien et de l'oiseau pour donner à l'animal une crédibilité encore jamais vue dans un jeu vidéo. Voilà pourquoi il ne vous obéira pas tout le temps, ce qui vous énervera et vous le fera traiter de tous les noms. Parfois frustrante, mais très touchante, cette relation entre les deux protagonistes est indescriptible et en fait la grande force du jeu. Vous passerez par toutes les étapes possibles pour construire une telle connexion, créant ainsi une dépendance mutuelle afin de vous en sortir. Haute singularité, la voix off narrative, peu présente mais très prenante. Il s'agit de la voix du gamin, devenu âgé, qui témoigne de la complexité de la relation avec la bête. Nous menant parfois à nous poser la question de savoir si la bête nous veut du bien ou pas. Cette voix aide aussi à aiguiller le joueur lorsqu'il est perdu. Passons à un autre personnage. Comme je le disais précédemment, dans Shadow of the Colossus, vous incarnez Vander, personnage déterminé qui brave tous les interdits, quitte à devenir plus monstrueux que les colosses eux-mêmes. Ce changement de caractère se manifeste par une dégradation physique et morale, suscitant émotion et tristesse. Vander n'accepte pas le deuil et va tout bonnement essayer de défier la vie et sa loi naturelle, qui nous dépasse et qui est un miracle en soi. Dans ces trois jeux, nous sommes confrontés à l'idée d'infiniment grand et d'infiniment petit, qui nous rappelle à notre condition humaine. On y voit son opiniâtreté exacerbée jusqu'à le pousser à faire le mal. Les épreuves tendent à se rapprocher de notre vie personnelle, la perte d'un être proche, les différentes angoisses et questions relatives à notre existence. Il y a une approche tout à fait métaphysique de la vie dans toutes ces étapes. Les œuvres de Ueda se sont basées sur la vulnérabilité des personnages, qu'elles soient physiques ou mentales. Abordons le dernier point de l'analyse. L'aspect de solitude et de mélancolie est accentué par l'omniprésence de couleurs sombres. Cela nous donne un côté très dépouillé du lieu et de l'univers, amplifiant chez nous cette sensation de malaise. Les trois jeux se basent également sur la dualité entre le noir et le blanc, le visible et l'invisible, le bien et le mal. Les personnages purs sont en blanc, comme Yorda, Mono ou le gamin de The Last Guardian. Quant à Echo et Vander, ils sont habillés avec des vêtements sombres, se confondant presque avec le décor. Pour le premier, cela se justifie par la malédiction dont il est victime. Quant à l'autre, ses habits se salissent et s'abîment au fur et à mesure du jeu, en corrélation avec sa perte d'humanité. Il nous faut recontextualiser la sortie d'Aiko et de Shadow of the Colossus, car à partir du début des années 2000, une révolution a lieu dans l'univers vidéoludique. En effet, l'industrie japonaise dans ce domaine commence à battre de l'aile, notamment par le retrait de Sega dans le secteur des consoles de salon. Les investisseurs, quant à eux, sont de plus en plus frileux et s'intéressent davantage aux licences existantes qu'à de nouveaux concepts. Même si à cette période, Sony lance la PlayStation 2 et que Nintendo sort la GameCube et la Game Boy Advance, le changement se fait de l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, où voit le jour la Xbox de Microsoft. C'est à partir de ce moment-là que le monde du jeu vidéo va radicalement changer et que le Japon va perdre sa superbe. Aiko et Shadow of the Colossus naissent dans cette époque de bouleversement économique et ludique, et je pense qu'ils sont à l'image de ce changement. Quand ces deux jeux sortent, Ueda fait la nique à tout le monde. D'une part l'industrie japonaise, en montrant que l'on peut créer des jeux autres que des Mario et compagnie. D'autre part aux États-Unis, en prouvant que le jeu vidéo japonais n'est pas encore vaincu et qu'il faudra encore compter sur lui pour le prouver. Lors de la sortie d'Aiko au Japon, le jeu n'a pas connu un succès immédiat. Il faudra attendre les nombreuses critiques positives venues de ces mêmes États-Unis et d'Europe pour qu'il trouve sa place dans l'univers vidéoludique.
Et pour ma part, je dirais que ces trois œuvres, de manière différente, ont contribué à l'émergence d'un nouveau style de jeu et du concept de jeu vidéo indépendant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les nouvelles techniques combinées au désir du public pour des jeux plus conceptuels et plus originaux amènent les créateurs à redéfinir le gameplay, en créant de nouveaux concepts impliquant davantage le joueur. La trilogie Ueda a en particulier permis cette évolution, en amenant le jeu vidéo à se dépasser et à innover, l'ancrant encore plus dans l'art avec un grand A. J'aimerais finir sur cette citation du romancier et essayiste André Mauroy: une œuvre d'art n'expose pas une vérité préétablie, elle incarne une vérité vécue. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de Chronique à Game, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne, d'autres vidéos arriveront bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci à vous et à très vite.